Salut Laurence! Oui, ça va bien. Ça va bien toi? Oui, j'espère qu'on va être capable de couper le morceau que je viens de faire une face vraiment atroce. Je vais faire mon possible pour le montage. Oui, sounds like bullshit to me. C'est pas grave, ça va faire drôle. Aujourd'hui, oui, assurément, assurément. J'ai plus d'ego pour ça de toute façon. Fait que, be my guest. Encore des parasites, Francis? Yes, moi j'aime ça parler d'un sujet qui fait que les gens ils ont des sensations de gratouille en écoutant. Qui se disent comme, voyons, ça me pique tout d'un coup. Ah, c'est bizarre, je suis pas bien. Je comprends. C'est quand même le fun. Mais donc aujourd'hui, on voulait parler des puces principalement. Yeah. Et aussi faire une petite note sur les poux, parce que tant qu'à y être, pas que c'est pas intéressant, on voudra pas insulter personne pour les poux, mais la rareté de la patente fait que on va pas s'épancher pendant 45 minutes juste là-dessus. Mais ça reste une question quand même fréquente que les gens se demandent, genre, mon Oui. enfant, il y a des poux, mes animaux peuvent-ils les attraper ou ça vient-tu du chat, du chien? Exact. On va pouvoir répondre à cette question-là. Tu fais. Les puces. Fait quoi, les petites puces, pourquoi on en parle après les tiques, l'épisode précédent? C'est parce que les puces sont un petit peu plus frileuses que les tiques. C'est des insectes pour vrai. Les puces, ce sont des arthropodes, fait qu'eux autres, ils sont à sang froid, sont un petit peu plus fragiles que les arachnides en général, comme les tiques le sont. Fait que ça leur prend, mettons, 10 degrés Celsius avant de commencer à s'activer puis être capable de vivre leur vie. Alors, généralement au Québec, en tout cas, cette belle journée où il fait pratiquement 20 degrés, je suis super heureux, mais qui fait quand même très proche de zéro la nuit, les puces commencent à se réveiller à peine, tranquillement, pas vite. Alors que les tiques sont déjà actives, les petites tannantes, depuis quelques semaines. Fait que les puces... Je vais te demander, là, direct à la base, là, moi, ça me trouble beaucoup ces espèces-là puis ces animaux-là, de savoir combien de temps ils vivent. Ouais. Parce que c'est comme un papillon, t'as l'impression que ça vit vraiment pas longtemps, ou whatever. Puis après ça, tu dis un poisson, ça vit combien de temps, un poisson rouge, là? C'est un peu flou, tu sais, jusqu'à temps qu'il soit acheté, là. Puis après, t'arrives dans des insectes comme ça, puis là, t'es comme, ils se réveillent de l'hiver. Genre, ben, les puces, ils ont un cycle de vie quand même intéressant. Ils sont adultes pendant à peu près 3 semaines, puis après, ils meurent. Fait que ça, c'est comme leur vie où est-ce qu'ils vont piquer, se reproduire et pondre. Mais les œufs durent quelques jours à quelques semaines. Les larves aussi. Puis ils ont un cocon, une pupe, qui dure jusqu'à 4 mois, puis des fois, dans des conditions parfaitement superbes, 6 mois. C'est comme ça qu'ils t'offrent l'hiver. Grâce à ce cocon-là, c'est littéralement un tank. Ça s'écrase pas, c'est super résistant à la sécheresse, à la chaleur puis au froid. C'est débile. C'est débile comment c'est vraiment résistant ce cocon-là. C'est comme ça que ça réussit à compléter son cycle dans plusieurs milieux. C'est comme ça aussi que des fois, c'est difficile de se débarrasser d'une infestation de puces dans une maison, dans un établissement, parce que les cocons, ils se retrouvent dans l'environnement puis ils sont capables de survivre très longtemps. Puis ils résistent même aux insecticides puis aux produits qui chercheraient à tuer la puce. Même les cocons. Oui, les cocons sont vraiment, on va dire, sont invincibles, mais c'est toutes les autres formes qui sont vulnérables aux produits, aux antiparasitaires qu'on utilise en général. Fait que c'est à ces autres formes-là qu'on va s'attaquer pour désinfester un endroit. Cool. Fait que les puces, ce qu'il faut savoir, c'est que la puce la plus commune, c'est la puce du chat qu'on appelle Stenocephalides felis, de son grand nom latin. Mais elle pique pas juste les chats, elle pique tout le monde. Elle s'en fout. Ah ouais, les écureuils, les ratons laveurs, name it, là. Ça a du poil, ça se pique. Ça a du sang. Chien, furet. Et lapin et humain aussi. Par contre, elles ont des préférences. C'est vrai qu'elles vont préférer les animaux poilus. Fait que c'est rare que les humains sont infestés de puces. Les humains peuvent se faire piquer par des puces. Les personnes qui nous écoutent sont particulièrement sensibles aux piqûres avec la petite peau fragile qui inflame ben trop pour une piqûre de moustique, là.
s'ils ont déjà eu des puces dans leur vie, dans leur maison, ils le savent, c'est les premières à avoir été en train de se gratter les chevilles. J'avais entendu, il me semble, parce que là, ça commence à être loin, le cégep, mais aussi ma pratique en médecine préventive, que là, on était des autres qu'on appelait paraténiques, là, dans le sens qu'ils nous croquaient puis ils faisaient comme arc. C'est pas ici qu'on va se nourrir. C'est ça. Souvent, ils vont se piquer sur les humains. Quand il n'y a plus de place sur les animaux, il n'y a plus de place sur les chats, il y en a trop, il y a trop de puces. L'infestation est telle que genre là, ils vont juste piquer, ils sont affamés, il n'y a plus de place sur le chat, puis ils piquent ailleurs. Fait que ça, c'est un scénario. Faudrait essayer quand même, voir. T'sais. Moi aussi, si j'étais une puce, j'essayerais. Ouais. Puis l'autre scénario, c'est des scénarios quand même communs où est-ce que les gens, ils ont des puces, ils ont des animaux avec des puces dans la maison, ils se débarrassent des animaux, mais ils n'ont pas désinfesté. Fait que là, les puces se réveillent pareil, puis ils vont juste, j'ai faim, 6 bols, je vais prendre ce que j'ai, puis ils vont sauter ces humains. Mais ils restent pas, ils vivent pas sur les humains en général. C'est ça. Okay. Parfait. Fait que moi, les petites puces, les animaux comment ça s'attrape? En général, au Québec, c'est à l'extérieur que ça s'attrape, les puces le plus souvent. Parce que, comme j'ai dit, les animaux sauvages, ils en ont, là. Fait que nos écureuils, ils ont des puces adultes sur eux, plusieurs d'entre eux. Les puces vont pondre sur l'animal. Puis, en fait, les puces adultes vont vivre sur l'animal. Tout le monde sait que les puces sont capables de sauter quand même très haut. Hein, c'est ça la joke avec les puces. Genre, oh, t'es voir voler. Ce qui est super drôle, c'est que les puces, ils revolent pas mal n'importe comment. Ils visent pas bien, les puces. J'ai déjà vu comme le puis là, ça revole. Ça ne va pas très bien. Comme dans le landing, on peut se faire. C'est ça, c'est je me pitche dans les airs puis j'espère que. Les puces, c'est plat. Sur le côté, sont comme en profil, comme des Égyptiens, genre. Sont plates. Fait que c'est pour ça qu'ils revolent, puis après, genre, ils revolent un peu de croche. Ben, sachez que une autre raison de pourquoi les humains, c'est des autres paraténiques, ben, c'est parce que quand les puces sont sur le chat, mettons, ils vont essayer de rester sur le chat. Ils vont pas dire, il y a un autre animal, puis ils vont faire, je vais m'essayer d'aller dessus pour le fun. Je veux dire, ça serait suicidaire. S'ils manquent leur shot, ils sont faits. C'est comme, shit, j'ai manqué ma shot, puis peut-être que l'animal ne reviendra plus jamais. Fait que les puces, quand ils sont sur un animal, ils restent sur l'animal, ils vivent leur vie. Ils vivent 3 semaines. Je veux dire. Fait qu'ils restent dessus, puis ils font toute leur vie. Fait qu'ils mangent, ils chient, et c'est comme ça qu'on est capable de savoir qu'il y a des puces, parce que ça bouge tellement vite, souvent, on les voit pas. On va juste voir des petits cacas de puces qui ressemblent à des petites spirales qui, une fois mélangées à de l'eau, va se colorer rouge parce que c'est du sang séché, après tout. Ils mangent du sang, donc ils chient du sang. Des fois, là. Hein? Rouge brique quand même, là. Des fois, rouge ça peut brique, quand même ouais, un peu c'est foncé, là, sans digérer-ish, là. Oui, exact. Et c'est comme ça qu'on les diagnostique, on sait qu'il y en a sur l'animal, c'est rare qu'on en voit, mais des fois, oui. Puis, ils vont pondre abondamment. Je pense qu'une puce va pondre genre plusieurs dizaines d'œufs par jour. Puis, si ça vit 3 semaines, ben tabarnouche, ça peut faire des centaines et des centaines d'œufs. C'est des bonnes pondeuses, les puces. Vraiment. C'est ça qui fait que l'infestation est si rapide. Ton animal a des puces, il est rentré dans ta maison. Il y a des centaines et des centaines d'œufs dans ta maison. Ça va, c'est ça. Le classique, c'est ceux qui adoptent des nouveaux animaux. Oui, exact. Tu sais, où ils ont rescué un petit chat dans une ruelle, puis là, ils l'ont rentré. Je vais aller voir le vétérinaire la semaine prochaine. Puis je suis comme, oui, tu vas avoir beaucoup de traitements de puces possiblement à faire. Surtout si tu as d'autres animaux aussi. Ouais. Fait que la puce se nourrit, pond sur l'oiseau. Wow. Sur l'animal. Et les œufs de puce, contrairement aux œufs de poux, ne collent pas. Fait que c'est comme ça qu'ils contaminent l'environnement. Les œufs revolent partout. Fait que l'animal se promène, puis là, les œufs tombent un petit peu partout. C'est comme ça que peut-être un humain pourrait aussi rentrer des puces dans sa maison. Il y aurait flatté un animal qui a des puces. C'est pas la puce qui va sauter sur l'humain, comme j'ai dit. Je veux dire, c'est possible, là, mais c'est quand même pas le plus probable. Ben, c'est qu'il y aurait des œufs qui seraient. C'est microscopique, là, on voit pas ça à l'œil nu. Puis là, ça te tombe dessus, puis tu ramènes ça dans la maison, puis il peut y avoir donc quelques puces, des dizaines de puces. Mais déjà, le mot écureuil devrait sonner une petite cloche, à savoir que mon chat, il va juste sur le balcon. Ben, les écureuils, ils vont là aussi souvent, en tout cas à Montréal, tu sais, à tous les jours, j'en vois passer dans ma fenêtre ici, là. Exactement. Fait que c'est comme ça qu'il y a des petits œufs de puces qui tombent, pout.
De ces œufs-là, il y a des larves qui éclosent. Les larves se nourrissent de squames, de peau morte, de petits déchets ici et là par terre. Puis ça ne vit pas longtemps sous forme de larve. Encore une fois, c'est quelques jours, quelques semaines. Après ça, ils se mettent en cocon. Puis là, c'est là que c'est vraiment funky chez les puces. Les cocons peuvent rester comme ça pendant des mois, mais les maudits sont comme, c'est vivant encore, le cocon sont comme conscients-ish pendant qu'ils se transforment de larves à adultes. Puis à partir de là, selon différents paramètres, la présence de gaz carbonique dans l'air, la vibration et la chaleur, entre autres, ça peut faire éclore le cocon plus rapidement. C'est bien fait parce que c'est tous des indices il y a des animaux dans les parages. En effet. Hein? Parce qu'un animal, ça expire du CO2. Fait que s'il y en a plus dans l'air, ça veut dire qu'il y a un animal dans les parages. La vibration, c'est que l'animal passe et là, marche et fait du bruit, fait des vibrations. Puis la chaleur, l'animal dégage de la chaleur. Les mammifères à sang dégagent de la chaleur. C'est fou! Il y a toutes des choses, ça ressemble un peu à, tu sais, le fait que les crocodiliers, mettons, s'il fait très chaud, puis là, je me rappelle jamais, s'il fait très chaud, je pense que ça va être des femelles, mais s'il fait très froid, ça va être des mâles qui vont sortir dans Jurassic Park. Selon la température. Mais bref, c'est quelque chose qui se passe là de façon inconsciente, c'est comme programmé. C'est assez impressionnant, je trouve, là, moi. Ouais, c'est comment la vie trouve son chemin, comme dirait justement le docteur. C'est bien adapté. Malcolm dans Jurassic Park, encore une fois. Fait que c'est bien adapté, puis ça explique aussi pourquoi j'aurais un appartement, il y avait des émeutes des puces, les gens quittent, et un autre locataire arrive des mois plus tard, et pouf, des puces apparaissent. C'est qu'il y avait des cocons qui étaient cachés dans des cocons, des dizaines et potentiellement des centaines de cocons qui étaient là, qui attendaient. C'est ce qui explique aussi parfois d'un scénario où je m'en vais au chalet avec mon animal, il attrape des puces, on reste là 2 semaines, 3 semaines, le temps que les puces réussissent à faire comme leur petit cycle de vie d'adulte, pondent, puis poup. Puis là, les larves éclosent, il y a des petits squames de peau, on n'a pas fait un ménage parfait d'un crack de planche, de plancher, whatever. Ils se nourrissent, ils deviennent des cocons. Puis là, il attend un bon 4 mois, puis encore une fois, des fois, dans des conditions parfaites d'humidité, de température, nanana, ben, on peut aller jusqu'à un 6 mois, fait que je retourne au chalet, la saison recommence, puis là, bam, mon animal rattrape des puces. C'est un autre scénario qu'on peut voir. Déjà, ça explique pourquoi on en a l'hiver aussi, tu sais, dans les maisons. Voilà. Exactement. Parce que c'est dehors, là, difficilement des puces l'hiver, comme c'est pas très possible. Mais dans les maisons, c'est très, très possible d'avoir des puces l'hiver. Yes. Fait que c'est comme ça que la puce a vie, puis est désagréable. Fait que comment on s'en débarrasse de la puce? Toi, de quoi tu te souviens, Laurence? On prend un shotgun. Check avec un microscope et tes guns. Ben, tu sais, il y a plein de médicaments pour, je veux dire pour les puces, mais je veux dire contre. Ça me semble plus approprié. Oui, c'est ça. C'est des antibiotiques à puces. Là. Si jamais ils ont des diarrhées, tu leur donnes aux puces. Il y en avait là, dans le temps, puis je sais même pas. Je pense que ça existe encore, là. Ça doit pas plus exister. Mais la chose la moins intuitive au monde, je pense, c'était du sentinelle, tu sais, qui stérilise la puce. Genre. Oui, ouais, c'est vrai. Hey, oui. Hey, il y avait sentinelle, puis il y avait une version injectable, ça s'appelait le programme. Tu te souviens-tu? Oui. Une injection qui, pendant, je sais pas, une couple de mois, si la puce piquait le chat, c'était le programme, c'était juste pour les chats, il me semble, ça stérilisait la puce. Fait que c'est intéressant parce que ça interrompt le cycle. Si l'animal si la puce peut plus pondre, éventuellement, au bout de quelques mois, tous les cocons seront éclos, vont aller se piquer sur l'animal, sur le chat qui a le poison. Ils vont tous être stérilisés, fait que ça interrompt le cycle, puis au bout de 3 mois, il n'y a plus de puces adultes vivantes dans les parages. C'est super intelligent. Ça, j'allais dire, mais entendons-nous, je pense que ça devait être une percée à ce moment-là, tu sais, de trouver la façon que à se stériliser la puce, c'est quand même quelque chose. Mais tu sais, quand tu regardes ça aujourd'hui avec la multitude de produits qui existent sur le marché, qui les tuent quand ils montent dessus, qui font les vers intestinaux, qui font les tiques aussi, qui font, tu sais, toute la patente, tu dis, on n'est plus, tu sais, il se fait mordre quand même, là, le chien ou le chat qui se fait ben, ça fait mal, c'est des piqûres. Bref, ça pique. Puis beaucoup, les puces sont super voraces. Ça a la faim, ça saute sur un animal, ça pique en dedans de quelques minutes. C'est super rapide. Puis cette piqûre-là, elle se fait sentir. C'est pas comme une
piqûre de tique qui est genre anesthésiée avant de piquer. Ils vont se gratter, ça, tu sais, c'est ça, puis les mythes, là, ils vont vraiment se gratter habituellement quand ils ont une charge X, là. C'est sûr que tu as tout le temps des animaux qui sont très, comment tu dis ça, là, stoïques, là. Ouais, c'est ça, ils sont vraiment genre impassibles, ils n'ont aucune expression faciale, puis ils sont piqués, ils sont genre, correct, pas de trouble. Mais ouais, ça pique. Fait que moi, il y avait des produits qui stérilisaient, qui sont de moins en moins utilisés. Je pense que ça existe encore. Je pense qu'il y a moins d'accéder à ça, mais généralement... Il y a les colliers à puce. Les colliers, c'est ça. Les colliers à puce. Je sais pas c'est quoi l'effet... Voyons, comment dire, l'efficacité de ça maintenant. Ouais. Ben, ça a toujours été la même efficacité au niveau des colliers à puce, c'est-à-dire, dans les colliers à puce, il y a un produit qui va se répandre sur le poil de l'animal. Avec la chaleur du cou, ça va être absorbé un petit peu. Mais c'est rarement répandu partout sur le corps de l'animal. Fait qu'il y a tout le temps la possibilité qu'il y ait des puces qui survivent aux produits toxiques pour eux qui seraient sur l'animal. Il y a aussi des indices qui font que le produit, ben, la concentration n'est pas répartie comme il faut, puis ça peut même irriter la peau de l'animal. On l'a vu quand même plus souvent. Il y avait certaines études aussi qui liaient le cancer oral chez le chat à ça. Ben, en fait, à une augmentation du risque. Parce qu'il se léchait, il absorbait. Ben non, mais c'est très proche de la bouche, ou il se léchait effectivement, donc... oui, c'est sûr, ça va sur la peau, pas dans la bouche. Fait que voilà. Puis autre affaire, pour plusieurs de ces produits-là, c'est écrit sur l'emballage par le fabricant, là, ça se désactive plus rapidement à la chaleur et à l'air, aux rayons du soleil et à l'air. Fait qu'un chat qui a un collier à puce qui va dehors, ça se peut que ça dit c'est bon pour 3 mois si l'animal reste dans la maison. Fait que c'est beaucoup moins efficace qu'on pourrait le croire. Et ça a peut-être des... Non seulement c'est pas efficace à 100%, puis je vous le dis, là, si vous venez de comprendre le cycle de la puce, il reste une puce fertile qui a des œufs dans son petit bedon, qui est vivant, qui a survécu. Ben, ton infestation continue, là, ton infestation continue parce qu'il va y avoir des centaines et des centaines de puces dans ta maison. Pareil. Fait que quand tu veux traiter les puces, tu veux un 100% d'efficacité, genre, clac! Fait que ça, puis les shampoings, hein? Quand la dernière fois t'as entendu parler d'un shampoing à puce? Oh, ça fait longtemps, mais en même temps, moi, j'ai toujours dit, le métier le plus dangereux au monde, c'est pas d'être policier, c'est d'être toiletteuse pour chat. Fait que moi, personnellement, je donnerais pas un bain à un chat comme pour des puces. Ben, il y a ça. Il y a le fait que l'application du produit pour tuer les puces est tough. Tu sais, les gens ont de la misère à donner des pilules au chat. Donner un bain au chat, me semble, c'est plus chunky, c'est un plus beau défi. Oh ouais, oui. Pour les gens. Puis, en plus, en termes d'efficacité, la plupart du temps, les shampoings à puces, ça n'a pas un effet qu'on dit rémanent. Fait que ça ne perdure pas dans le temps. Tu tues les puces adultes qui sont sur l'animal, mais j'insiste, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Le problème des puces, c'est les centaines, voire milliers de cocons qui sont dans ton environnement. Fait que il va falloir que tu fasses un shampoing pendant... Oui! Mais les cacanes, c'était pas pour les chats, c'était pour l'environnement. C'est pour l'environnement, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est des produits larvicides, ovicides, adulticides, souvent à base de permétrine ou pyrétrine, donc vraiment des insecticides qu'on pouvait vaporiser dans l'environnement, qui ferait que quand les cocons s'ouvrent, ils meurent tout de suite parce que c'est toxique, mais ça ne tue pas les cocons, encore une fois, les maudits. Petite note sur les permétrines, je pense, c'est les chats, ça vaut la peine juste parce que tu l'as dit. Voilà. Les permétrines et les pyrétrines chez les chats, c'est toxique. Les chats sont très sensibles à ces produits-là. Fait que si on en vaporise dans l'environnement, tu n'as pas de chat dans l'environnement pour un maudit bout. Puis selon le produit, ben le produit peut rester quand même longtemps dans l'environnement. Fait que souvent, on dit soyez très, très, très prudent quand il y a un chat dans l'environnement si on utilise des produits à base d'insecticides. Sur un chien de la famille, par exemple. T'sais, moi, j'ai trouvé que c'était une intoxication, ma foi, assez fréquente quand je travaillais à l'urgence. Tous les produits aussi d'épicerie et tout, là, beaucoup vont faire des réactions à ça, puis c'est pas très beau. Oui, tu sais, il y avait comme le Zodiac, c'était comme un des produits super communs. Puis je pense que c'était une mauvaise utilisation des gens. Ils prenaient genre du Zodiac pour chien, ils en donnaient aux chiens, mais ils en donnaient aux chats aussi. Puis genre le produit insecticide qui tuait les puces en gouttes pour chien, c'était toxique pour chat. Mais ils ne savaient pas, fait qu'ils tuaient leur chat. Ils tuaient leur chat. Très rapidement. Mais ils arrivent j'allais dire en convulsion, mais je pense que c'est plus des fasciculations, là. Ils twitch, là. Ouais. Donc, ça va pas bien, là. Ça va vraiment pas bien.
Mais tu vois, ça, j'en ai pas revu depuis longtemps. Je pense que c'est parce que il y a eu des nouvelles molécules qui ont été découvertes, l'imidaclopride, entre autres, qui a commencé à... Parce que c'est sécuritaire pour les chats et les chiens, même si c'est pas utilisé aux mêmes concentrations pour chats et pour chiens, parce que c'est pas la même grosseur d'animaux, puis blablabla. Ça l'a remplacé, je pense, les produits à base de permétrine pour tuer les puces, pour tuer les tiques. Les produits topiques, ça reste encore des permétrines, pyrétrines, fait qu'il n'y a pas de produits en gouttes en vente libre pour les chats qui tuent les tiques, parce que ça a nécessairement des pyrétrines, des permétrines dedans. Voilà, fait que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour traiter les puces. Oui, parce qu'il reste des traitements qui existent. Tu as des comprimés, tu as aussi des applications topiques qui sont vendues là, en clinique vétérinaire, entre autres. Oui, exactement. Il y en a sous prescription. En fait, sachez, là, pour toutes les antiparasitaires, quand c'est sous prescription, c'est rare que ça fait juste les puces. D'habitude, ça fait les vers intestinaux aussi, ça fait les mites, ça fait d'autres affaires. Fait que c'est pas les mêmes molécules. Fait que c'est pour ça que ces produits-là sont vendus sous prescription, c'est-à-dire qu'ils nécessitent un examen vétérinaire ou un vétérinaire qui ait vu l'animal récemment pour autoriser la prescription du produit. Ça se vend en pharmacie ou en clinique vétérinaire et non en vente libre. Est-ce que je me trompe ou, sans dire les noms, les choses qui sont vendues pas chez le vétérinaire sont nécessairement des pesticides? Comme classés sous les pesticides. C'est comme ça que c'est disponible en vente libre. C'est pas classé des médicaments. Ces boîtes-là, nous, on s'était fait dire dans le temps, ben, tu sais, parce qu'ils en vendaient aussi, je veux dire, on dit pesticides comme si c'était méchant, là, mais bref, ça se vend aussi en clinique vétérinaire, certaines catégories, mais qu'on ne pouvait pas les vendre à l'unité. Il fallait donner la boîte parce que les pesticides doivent être accompagnés de leur monographie. Exact. Mais là, ça a changé parce que là, la monographie est disponible autrement. Mais c'était le cas avant, pour vrai. Pour vrai, c'était le cas. C'est juste qu'ils ont trouvé un moyen de fournir la monographie facilement pour l'utilisateur en vendant à l'unité, tout simplement. Mais oui, tu as tout à fait raison là-dessus. C'est donc pas des médicaments qui sont en vente libre, ce sont des pesticides ou des insecticides. Puis, j'insiste, c'est sécuritaire. Je veux dire, si les cliniques vétérinaires le vendent, c'est sécuritaire. Je pense que c'est un nom qui réveille une petite réaction émotive, là, pesticides puis insecticides, là, mais c'est comme la classe de produits. Exact. C'est la dose qui fait le poison encore, là. Encore? Pour vrai, si je prenais, Colin, c'est Roundup de Monsanto, le pesticide. Ouais, Roundup. Si je prenais genre 1 gallon de Roundup, je sais pas, je suis mort, c'est sûr, ou je vais pas bien. Mais si je prends une micro-goutte diluée dans un océan, puis je prends une goutte d'océan, je ne ressentirai aucun effet. C'est la dose qui fait le poison. Fait que c'est un peu la même affaire. Homéopathie de Roundup. Homéopathie de Roundup. Ah! Je pense qu'on peut se faire de l'argent là-dessus. OK, bon. Fait que c'est ça les puces. C'est pas trop compliqué. Si votre animal a des puces, je vous invite, établissement vétérinaire, là, vous allez avoir tous les meilleurs conseils du monde. Mais il existe des produits en boutique d'accessoires pour animaux. Il faut juste regarder vraiment les vertus du produit, faites des recherches, puis n'hésitez pas à appeler un établissement vétérinaire. J'ai tel produit, voici la molécule, c'est-tu safe, c'est-tu correct pour mon chat? Suivez les directives du fabricant, puis généralement, ça va être correct. Évitez les shampoings à puce, évitez les colliers à puce, parce que 100% d'efficacité, c'est ça. Les traitements weird comme l'ail, faire manger de l'ail quand on sait que c'est pas top, ou des choses funky qui existent aussi, là. C'est vrai, les remèdes de grand-mère, on en entend souvent beaucoup pour antiparasitaires, des trucs de même, pour pas utiliser des produits, des pesticides, parce que souvent les gens mettent... C'est Anthony Bertrand-Grenier qu'on avait eu à notre émission là, sur l'esprit critique. C'était tellement cool de dire l'appel à la nature, le sophisme, que parce que c'est naturel, c'est bon, donc de l'air, c'est naturel, c'est bon. Ben non, c'est toxique pour les chats et les chiens, tabarnouche, à certaines doses, la dose fait le poison. Puis, il y a le reniement de la chimie. Parce que c'est chimique, c'est mauvais. Ben, ça, c'est un bon exemple où est-ce que les gens se font avoir par des gens de petites campagnes marketing, des publicités qui se présentent d'une bonne intention, mais dans les faits, c'est trompeur parce que c'est faux. L'information mettons, l'animal, donne de l'ail à ton animal de telle manière et ça va tuer les puces. C'est drivé par la peur de quelque chose, puis ça donne une alternative qui n'est pas efficace, qui va laisser la personne dans son problème, qui va peut-être empirer, là, parce que pour les puces, c'est quelque chose, mais pour tous les autres problèmes aussi, ça peut être comme
cause des problèmes vraiment Ah ouais, rapides. les tiques, on a parlé à quel point ça pouvait transmettre certaines maladies quand même sévères. Puis ça m'amène à parler, les puces, ils ont des maladies, les maudites. On avait parlé de Bartonella. J'ai retrouvé le nom. Ça, c'est le vieux nom. Le vieux nom. Hémobartonella. Hémobartonella, c'est le vieux nom. Le nom actuel, c'est Mycoplasma hémophilis. Parce c'est un mycoplasme. C'est une bactérie, c'est pour ça que je n'étais pas sûr c'était quoi, c'est un mycoplasme. Ouais. Fait que les puces, dedans, eux autres, ils ont parfois ce mycoplasme-là. Puis lorsqu'ils piquent, les animaux, ils peuvent cracher un petit peu de ces bactéries-là. Je suis pas mal sûr, c'est comme ça que ça se contracte, là, mycoplasma. Et, ce mycoplasme-là fait éclater les globules rouges, ça peut causer des anémies. C'est pas nice. On les voit au microscope sur des frottis sanguins, des petits ronds sur la surface des globules rouges. Exactement. C'est une des trouvailles qu'on peut faire. Ça se diagnostique puis ça se traite, le mycoplasma hémophilis. Mais c'est parce que tu traites les puces, mais si l'animal va pas bien, puis il est faible, puis il y a d'autres symptômes, mon Dieu, qu'est-ce qui a causé ça? C'était la maudite puce. Fait que la puce peut transmettre des maladies à l'animal. Ça, c'en est une. Déjà, à la base, juste se faire piquer par beaucoup de puces, ils peuvent avoir une diminution de leur hématocrit, donc de leur taux de globules rouges. Ah oui, ils se font voler leur sang. Ils se font voler leur sang, là, ça peut faire ça. Surtout les petits patients. Gossés. Ouais. Les petits chatons là, sont surinfestés de puces. J'en ai vu quelques-uns qui étaient anémiques. Là. Il n'y avait vraiment pas un bon pourcentage de globules rouges. C'était dangereux. Traite les puces et voilà. As-tu une autre maladie qui te vient en tête qui est transmise par les puces ou à cause des puces? Oui, c'est des vers. Yes. Tu te souviens-tu du nom? C'est Dipylidium caninum, il me semble. Ouais. Bravo, c'est un ver plat, en effet. Dipylidium caninum. C'est un ténia. C'est puce du chat, mais Dipylidium du chien. Ouais, c'est drôle, quand même. On fait rien de ça implicite. Fait que ça, c'est... comment ça s'attrape, tu te souviens-tu? C'est un ver intestinal. C'est un ver intestinal. Mais il me semble que ça a rapport aux écureuils encore, non? C'est les puces. Oui, ce que tu veux dire, c'est que les puces vont attraper eux-mêmes le ver, probablement en prenant un repas sur, les animaux sauvages. C'est pas mal ça. Je mettrais ma main au feu que c'est ça. Je me rappelle à quoi ça ressemble au microscope, bien plus que de comment ça marche. Oui, c'est ça. Identifier demain matin un ballon de football, man. C'est huge. Avec plein de petits ténias dedans. Là. Exact. Il est gros, Dipylidium, l'œuf, là, au microscope. Bref, puis... la manière ça se contracte, la puce est sur le chat il se gratte, puis des fois, il va se mordiller, puis il va manger la puce. Oui! C'est comme ça que dans l'estomac, l'œuf va pouvoir comme faire sa job, éclore, les vers s'installent, etc. Et c'est comme ça que le cycle... De mémoire, on parlait plus de chiens. Mais les chats aussi peuvent. Oui, tout à fait. Les chats aussi peuvent, mais les chiens aussi... Tu sais, les chiens attrapent des puces aussi. Puis là, mangent les puces, puis ils ont le ver. Mais les chats peuvent aussi avoir ce ver-là. Il me semble. Ah, peut-être. Parce que je sais que les chats vont aussi avoir l'autre ver plat, le Ténia téniformis, parce qu'ils chassent. Oui, alors que les chiens font moins ça. Fait que, peut-être que c'est juste les chiens. Je sais pas. C'est pas mon area of expertise. Mais tout ça, pour le ver plat, là, c'est très plat, puis ça ressemble comme à des petites sections de grains de riz, souvent. Oui, là, c'est très c'est un fettuccini qui se sépare en petites sections de grains de riz. Exact, c'est comme ça qu'on les voit. On voit des petits grains de riz collés sur les faux-faunes des chats. Oui. Donc ça, si on trouve Dipylidium, on se dit, il y a des puces quelque part. Où il a eu des puces jadis. Où il a eu des puces. Exactement. Puis ce ver-là, il n'est pas directement contagieux à l'humain. Fait que, mettons que... Mettons là, que là, le chat, il y a des vers, fait qu'il y a des petits grains de riz collés. Le grain de riz, c'est un sac d'œufs microscopiques à l'intérieur. Fait que là, le sac, à un moment donné, va tomber, puis il va se dissoudre, et là, les œufs microscopiques vont être dans l'environnement. Ça se contracte de manière féco-orale. Fait qu'il faut quand même qu'on l'aille toucher. Donc, un endroit qui a été contaminé par ça. Je sais, c'est dégueu, mais c'est comme ça que tu veux. Je vais tousser le mot des jardins. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les jardins. Dans les jardins, tout ça. Puis genre la caisse. Mais pas la caisse, mais tu sais, de travailler là, dans les petits jardins communautaires, les chats qui vont faire leurs besoins là. Ben oui, c'est une belle litière, un jardin, c'est de la terre.
toutes propiches. En tout cas, peu importe, les chats vont faire leur petite bouse dedans. Puis là, nous, on est manger des légumes mal lavés, je pense, ça serait une façon d'attraper des pygidium. Mais nous, on ne va pas l'attraper directement. On va devenir comme l'autre intermédiaire, si je pense. Si je me On va être un réservoir, genre, on va comme en sortir. Je pense pas que le dipidium peut compléter son cycle dans l'humain. Je sais pas. Okay. Je suis pas mal sûr parce que ça prend la puce comme autre intermédiaire. Fait qu'il faudrait que quelqu'un nous mange par après, puis là, lui, il va attraper le dipidium. C'est cave. OK. Puis, il y a une autre petite affaire que les puces peuvent faire quand même fréquent. La dermatite allergique aux puces. La DAP, en fait, il y a 2 P, DAPP. Dermatite allergique à la salive de puce. Fait que, il y a des animaux qui sont allergiques aux piqûres de puces. Ces animaux-là, ils vont tellement se gratter, ils vont avoir des boutons, des raches de peau. C'est terrible comment ils se sentent pas bien dans leur peau. Il faut traiter les puces au plus maudit parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Même s'il y a une puce, ça peut générer là, vraiment une grosse réaction de peau. Fait que ça, c'est une autre affaire quand même fréquente qu'on voit chez les chats et les chiens. Trouves-tu que des fois, on minimise l'effet sur le bien-être que d'avoir des puces, ça fait, tu sais, il y a des puces, mais les gens, ils se disent juste, je veux pas qu'il y ait des puces dans ma maison. Oui, ils veulent traiter les puces de l'animal, mais c'est pas ça qu'ils nous disent. C'est pas le souci qu'ils nous verbalisent. La plupart du temps, les gens vont nous verbaliser, il y a des puces dans ma maison, c'est dégueulasse. C'est pas comme, pauvre minou, il se fait. C'est gratter, c'est pas comme avoir une plaie non plus, là, mais moi, j'ai fait une dermatite comme allergique là, à l'or, d'ailleurs, pour une raison obscure. Ah, OK, un bijou, genre, toujours le même. Ouais, mais j'en avais comme sur les bras et tout. Pas de l'or, des réactions. Je me couvre d'or! Puis, la qualité de vie était très moyenne. C'est pas le fun, ça. C'est gratter... Les gens qui ont de l'eczéma, dites-nous donc ce que vous pensez de ça. Je dormais avec des ice packs. Parce que ça piquait trop puis tu peux pas dormir. Ça piquait trop, puis là, tu veux pas te gratter. C'est vraiment quelque chose qui peut très, très bien expliquer de pas être bien, de réagir promptement, tu sais, pour un animal, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Tout ça, là, et littéralement à fleur de peau. Tu m'apprécies encore. C'est pardonné, là, mais recommence. OK, c'est bon. Fait que ça, c'est les puces. Je pense que ça fait pas mal le tour. On a parlé des maladies, des traitements. On a parlé de son cycle de vie, comment ça s'attrape, puis si ça pique ses humains. Pas mal ça. Sûrement qu'il y a d'autres affaires à dire, ces puces, mais passons au pouls, brièvement. Oui, le pouls. Tu vois, ce que je me souviens, c'est qu'il y a 2 types de poux. Il y a le pouls qui est le pouls broyeur. Avec une grosse tête en enclume, là, il est vraiment comme tête. Carré, puis avec son corps. Il y a d'un marteau, d'un requin-marteau. Oui, grosse face. Tu vois qu'il y a de la possibilité de mastiquer là-dessus. Là. Puis le pouls qui est suceur, où est-ce qu'il va sucer le sang au lieu de lui broyer puis manger des grosses bouchées. Et ça, c'est principalement sur quoi on insistait quand j'étais à l'école. Ah ouais? Pas moi. Identifier le type de pouls. Puis, quand même curieux, c'est assez rare. Je sais pas c'est quoi la prévalence de ça, mais j'en ai jamais vu en clinique, des poux. Ah, je n'ai vu une fois. Mais ça inquiète beaucoup les gens, comme tu as dit, en ouverture. Oui, ça inquiète les gens en se disant « Mon enfant en a, ça vient-tu du chat? Peut-il en donner au chat? » Souvent, c'est plus la première inquiétude. Là. Oui. Puis, on vous rassure tout de suite, les poux, contrairement aux puces, sont extrêmement regardants sur qu'est-ce qui pique. Chaque espèce de poux va être spécifique d'espèce d'animal. Fait qu'il va y avoir le pouls du chat, le pouls du chien, le pouls de la chèvre, le pouls du... Je sais pas, les autres, là, mais il y a pouls d'humain, pouls de... Fait que, parce que, je sais pas pourquoi, mais probablement qu'ils ont un genre de petite carte, là, une carte géographique d'anatomie de chat, d'anatomie de chien, puis s'ils sont sur le mauvais animal, ils font « Ah, je suis perdu », puis ils savent pas quoi faire, puis ça arrête là. Ça arrête là, puis ils sont tristes. Je pense que c'est bon, je pense que c'est une super bonne explication scientifique, puis tout. Ça doit être comme ça. D'après moi, ils ont tout ça ou Google Maps. Ils ont Google Maps, drette ça. Pardon. Puis les poux, non seulement c'est rare, eux,
œuf colle sur le poil. Fait que de la manière que ça contamine l'environnement, ben, c'est l'animal perd du poil. Puis là, ben, ça contamine un petit peu l'environnement. Fait que ça prend, en tout cas, pour qu'un chat attrape des poux, il faut qu'il y ait eu un chat qui avait des poux qui étaient dans le décor. Fait que, en tout cas, on a des chats errants. Fait que c'est possible que les chats attrapent des poux de cette manière-là. On n'a pas vraiment de chiens errants. Fait qu'il n'y a pas vraiment de chiens qui attrapent des poux. Oh, puis tu sais, les chats errants, tu rentres pas nécessairement dans ta maison. Fait que le poil dehors, ben, c'est tel que tel. Fait que c'est une possibilité, mais c'est quand même pas hyper fréquent comme patente. Je pense que ça fait plus peur. Tu sais, souvent, ils font comme, je suis sûr que c'est mon chat qui y a donné, là. Comme c'est tout le temps de la faute des animaux, là, quand quelqu'un a un bobo, là. Mais... J'en connais pas bien, mais plus sur les poux. Sûrement que ça peut transmettre certaines maladies, sûrement que ça peut faire certaines affaires au niveau peut-être des allergies, mais c'est tellement rare que, justement, j'en connais pas plus. Puis, au Québec, aucune idée ailleurs, mais je pense que, tu sais, la puce, comme je disais, elle était super frileuse. Ça meurt en bas de 0. À 0, ça meurt, là. Vraiment, c'est pas capable de toffer le froid, vraiment. Fait que probablement que les poux doivent être des insectes qui sont frileux aussi, ce qui fait qu'au Québec, on n'a vraiment pas des gros problèmes de parasites chez nos animaux domestiques comme si on était en Floride, par exemple. Que là, c'est chaud, c'est humide à longueur d'année. Les insectes ont une très belle vie. Fait que je pense que ça joue beaucoup sur la prévalence de ce genre de petits insectes-là comme les poux dans notre environnement. Puis tant mieux. Tant mieux. Fait que les poux, retenez donc que les chats, les chiens ne peuvent pas se transmettre des poux, ne peuvent pas nous transmettre des poux non plus. Ils ne peuvent pas attraper nos poux d'humains à eux. Fait que, pas de stress. Puis ça se diagnostique quand même bien. On les voit, on est capable de les distinguer. Les poux sont plats de face. C'est comme le contraire des puces. Les puces sont plates de profil. Puis eux autres sont à plat ventre, vraiment plats comme une feuille. C'est drôle. C'est comme ça qu'on les distingue au microscope. C'est merveilleux. Et c'est tout pour les puces et les poux. Là, tu as glissé les mythes, là. Les mythes d'oreilles, les mythes de peau, les mythes de schnitz. Fait que moi, je dis, prochain sujet, les mythes. Genre, cette fermez ma boîte. Les acariens. Oui. Oui, mais ok, d'accord, parce que t'es gentil, puis que t'as fait juste un jeu de mots aujourd'hui. Je dis oui à ta demande de parler des mythes. Fait que tu me renforces au fait de faire des jeux de mots. Je sens... Juste un. Moi, je retiens ce que je veux. Je te mets sur Q étant la désignation plus précise de ce que je fais. D'accord. Ah ben, merci Laurence pour ce beau partage de bébites. Ben, merci à toi. C'est bien plus toi qui nous a appris des choses sur les puces, parce que moi, c'est quand même pas pire loin dans ma vie. Donc, protégez vos animaux contre les puces. Si vous envoyez consulter votre équipe vétérinaire, ils vont vraiment savoir quoi vous dire, puis comment gérer ce problème-là qui peut être un peu, disons-le, chiant. Yes! Tout ce que j'ai dit, je suis sûr qu'ils savent ça. Ils font juste pas le dire avec autant de bonheur que moi. Moi, c'est juste bizarre. C'est vrai. T'as raison. Merci pour ton bonheur, Francis. Un plaisir. On se dit à la prochaine semaine. OK, bye.